Donc nous allons parler de l'abîme des morts vivants aujourd'hui. Oui, Voilà, aussi. ok. C'est un film qui s'est fait dans quelles conditions exactement? C'était après le succès de tous les films de zombies américains, les films italiens de Lucio Fulci. Ça s'est fait un peu dans cette mouvance? Tout à fait, c'est vrai. C'est-à-dire que dans les morts vivants, il faut dire tout de suite que dans les morts vivants, parmi les personnages classiques de l'épouvante, c'est eux que j'aime le moins. Parce que les morts vivants sont des imbéciles. Ils ne sont pas dangereux. Moi, je trouve que tous les suspens et toute l'attraction des films d'horreur, c'est le danger. C'est l'impression de danger pour les innocents. Mais en fait, les morts vivants ne font pas peur parce qu'ils sont imbéciles. Alors, un mort vivant, il vient vers toi comme ça, et tu fais PAF et il tombe raide. Et tout seul, il se coupe en morceaux. Alors, en principe, les morts vivants ne sont pas mes favoris, même les films de Romero. Les films de George Romero, j'aime pas du tout parce que Romero, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a fait des films de morts vivants qui ont marché plus ou moins. Oui, le premier surtout, il a marché très bien. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi? Parce que je trouve que ce n'est pas un bon metteur en scène, c'est simplement un mec qui a une idée et la trouvaille, si tu veux, de faire le mort vivant. Alors, moi, quand on m'a proposé les films de morts vivants, j'ai toujours voulu faire autre chose. C'est-à-dire qu'il y ait des morts vivants, mais que l'essentiel soit l'histoire et pas les morts vivants. Parce que du moment où on donne les protagonismes à des imbéciles qui traînent là, par-ci, par-là, et qui, au moment où on les casse la gueule, ça tombe par terre et ils se cassent en morceaux, c'est pour moi pas l'idéal. Alors là, il y avait une histoire quand même qui s'est passée où il y avait cette histoire des nazis qui avaient caché, on suppose, un trésor dans le désert. On sait bien que c'est un des lieux communs de l'histoire. On me dit que les troupes de Rommel, quand ils ont quitté l'Alamèse, c'était un nom, c'est-à-dire les déserts de Libye, ils sont cachés les, je ne sais pas quoi, parce qu'ils n'ont jamais trouvé, mais semble-t-il, la légende dit des trésors incroyables. Alors moi, cette idée, c'est une bonne idée pour un film d'aventure, là. Des gens qui retrouvent ça. Et en plus, si on ajoute que ce sont des morts vivants qui gardent les lieux, alors ça commence à m'intéresser. Parce que si au moment précis les morts vivants tombent en morceaux, c'est pas ça les clous de l'histoire, c'est pas l'essentiel de l'histoire. Alors voilà, j'ai fait les morts vivants. On allait les tourner parce qu'avec Rossini, ils avaient un contact, très bon contact d'ailleurs, des clients à eux, des producteurs marocains comme ça. Et on est allé faire des repérages, même je mets moi au Maroc. Mais moi, je voulais les clichés. Je voulais un dessert avec des dunes ondulées comme ça. Tout à fait, vraiment les clichés des desserts. Laurence d'Arabie. Qu'on voit, oui, oui, c'est ça, qu'on voit dans les films classiques de Hollywood. Et en fait, comme d'habitude, les clichés de Hollywood sont des faux. C'est pas vrai. Moi, j'ai eu des coups terribles. L'un avec ça, l'autre avec le jungle. Parce que, puisque les jungles, les Américains l'ont toujours tourné à l'extérieur du studio, dans un endroit où il y avait des palmiers, ils ont ajouté quelques trucs. Et alors, ça faisait la jungle. Mais je suis allé dans le jungle, le véritable. Et au Mato Grosso, et je vous assure que c'est plein la plaine. C'est pas comme ça, il y a des montagnes, il y a des roches, il y a un monde terrible et difficile. Et dans le désert, c'est la même chose. Le désert que je connais, il fallait aller jusqu'à Tindouf, que c'est presque la frontière d'Algérie, pour trouver à l'endroit où il y avait des sables comme ça. Alors, quand je suis allé en repérage avec Marius, finalement, on est arrivé là et j'ai dit, ah oui, ici, bravo, on peut le faire. Et alors, les coproducteurs marocains
a dit immédiatement, mais oui, mais vous savez, le problème ici, c'est qu'ici, il y a le Front Polisario qui viennent tous les 10 jours et qui cassent la baraque et qui tuent tout le monde. Alors, immédiatement, Marius a pâli et il a dit, ah non, alors on vient ça. Et où va-t-on faire les morts vivants? Et moi, j'ai suggéré, écoutez, si vous voulez, dans le sud de Gran Canaria, de l'île la plus proche du continent, il y a un désert qui n'est pas énorme, mais pour un film, ça fait déjà comme 10 fois un set américain. Alors on est allé et on a décidé de les tourner là-bas. En plus, là-bas, il y a, aux Canaries, je dis, il y a beaucoup de chameaux, ce qui aurait été un des problèmes, parce qu'il fallait des chameaux. Et bien là, il y en a plein, il y a des tentes, de tout ce qu'on fait. Alors on l'a tourné finalement là, mais puisqu'en plus c'est tout près de la côte, l'île de Gran Canaria est tout près de la côte. Et c'est facile à avoir les éléments dont il fallait, comme les détails d'accessoires, tu vois, des meubles, tout. Alors on l'a fait là, et je crois que ça a bien marché pour le film. Alors, qu'est-ce que j'avais Xavier Gelant, hein, qui est un gars qui est très bien, et qui a très bien fonctionné dans le film, le fils de Daniel Gelant. Alors, Daniel, je l'avais connu à l'époque, j'étais l'assistant mise en scène dans un film qu'il a tourné en Espagne, sur des toreros, des coréens, comme ça. Et alors, il y avait Henri Lambert, qui est un acteur qui a été très mal employé, toujours, parce qu'il a une gueule formidable, il joue très bien. Malheureusement pour lui, le pauvre petit, il ne parle pas l'anglais, ce qui n'est pas un défaut pour un acteur français. Si c'était un acteur anglais, je comprends bien. Mais pour lui, qui est un acteur français, en français, il parle très très bien, mais en anglais, non. Et étant donné que c'était une époque où on tournait toujours en anglais, alors c'était une espèce de super torture pour lui d'apprendre son dialogue en anglais et de le dire comme il faut, parce qu'en plus c'est un gars très professionnel, et il a fait un super effort, et je crois qu'il est bien. Et voilà, il y avait Lina, il y avait tout un cast, si tu ne veux pas des acteurs super célèbres, mais qui convenaient à leur rôle, très bien. Et alors, moi, ce que je trouve, en étudiant les résultats, c'est pas mal, malgré que je continue à ne pas aimer les morts vivants. Je crois que c'est un film. J'ai essayé d'ajouter quelque chose qui soit pénible chez les morts vivants, par exemple des vermes qui traversaient, vivants, qui traversaient de l'œil jusqu'à là des morts vivants. Tu vas donner des éléments plus terrifiants. Et les gens aiment bien ça. Moi, de toute façon, j'aurais toujours dans ma tête que les morts vivants ne sont pas dangereux, puisqu'on peut les tuer très facilement. Ils sont nettement moins romantiques qu'un Dracula. Hein, pardon? Ils sont nettement moins romantiques que des monstres comme Dracula. Ah, romantique, mais attention, je ne parle pas de romantisme, ça pourrait être seulement violent ou terrible. Mais le problème avec les morts vivants, c'est que, bien sûr qu'ils ne sont pas romantiques, mais ils ne sont pas très dangereux non plus. C'est ça. Alors, on a fait un peu du goré dans le film, pas beaucoup, parce qu'on revient à la même chose. Les gorés comme un élément additionnel, si ça convient au film, je suis d'accord, c'est que je ne veux pas faire un film, une triperie à la place d'un film. Alors, des fois, les gorées, c'est que ça, les gens qui s'ouvrent le ventre, il y a les tripes qui sortent, les gens qui les bouffent et tout ça. Mais là, l'élément goré, je crois qu'il était assez soigné, qu'il n'y avait pas de choses dégueulasses ou ridicules, qu'il faut dire. Pour moi, c'est un film positif, malgré que le point de départ,
c'est l'essence même du mort-vivant, du Mhm. personnage mort-vivant. Et avant ou légèrement après l'abîme des morts vivants, vous avez fait un film de cannibale, je crois, qui Oui, utilisait beaucoup de gore. pas beaucoup. Non, parce que moi, je trouve on peut dire, on fait un film d'action, on fait un film d'épouvante, on fait un film western. Mais un film gore, le gore, c'est un élément visuel, que c'est une addition des autres choses. Alors, oui, on voit le poignard qui entre dans les chairs. À la place de ne pas voir, c'est un plan. Il y a le poignard qui entre, on coupe. Ou il y a le poignard qui entre et on continue. Et on voit qu'il fait et qu'il ouvre, il y a le sang qui sort. Si on ne s'arrête pas presque immédiatement, au bout d'un moment, les gens regardent les tripes et tout ça comme si c'était des plans généraux tu vois, de la ville de Macao, là, parce que ça perd complètement la surprise. Et moi, je trouve que la surprise, c'est un des éléments essentiels du cinéma. Si on surprend, ça va, ça marche, ça va en avant. Au moment où les gens disent oh, encore une fois les tripes, la merde, ah bon, c'est fini, on est fini. Et les gens commencent à rigoler. Et s'il y a un gars avec un peu d'esprit dans la salle qui fait la blague qu'il faut à ce moment-là, alors adios, c'est mieux d'oublier tout ce qu'on a fait. Finalement, l'abîme des morts vivants, c'est un film d'horreur sans horreur. Non, Presque. moi je trouve que c'est un film d'aventure, très classique en plus, du point de vue aventure. Il y a tous les éléments comme si c'était une histoire de Salgari ou une histoire d'un écrivain comme ça. Et avec des éléments gore et avec des éléments morts-vivants, que c'est presque la même chose. Mhm. Mais ce sont des éléments ajoutés, pas la base de l'histoire. L'autre que j'ai fait après, c'était la même chose. La seule chose, c'est que c'était un problème de montage. À la place de couper là où c'est normal et rationnel de couper, au moment ou au moment de alors on tenait encore, je sais pas, 20 mètres. 20 mètres, c'est beaucoup. Parce que 20 mètres, ça fait presque une minute. Enfin, ça ne fait pas une minute, mais avec les plans intercalés, ça peut faire une minute, ce qui est suffisant pour ça. Et l'abîme des morts vivants, c'est un film qui a présenté des problèmes techniques, style les maquillages, les effets spéciaux. C'est un film qui a été... Non, c'est un film dans lequel on avait, j'insiste, on avait 2 ou 3 gars qui faisaient bien ça. Il y en avait en plus Daniel Le Cerf qui était un peu, disons, le superviseur des effets spéciaux comme ça, et qui avait tout ce qu'il faut. Et lui, il est très doué pour ça. Et les effets spéciaux, il aurait pu faire une carrière s'il avait voulu dans les effets spéciaux parce qu'il est très doué pour faire des choses comme ça. Et alors, on avait lui et on avait 2 gars, un français et un espagnol, pour les effets, parce que ça allait bien. On peut dire que moi, j'aurais été plus heureux si on avait fait, au moment où ils font le cercle de feu autour. Si ça aurait été un cercle immense avec les... Mais en même temps, ça aurait été plus faux, parce que ce qui fait que les bons vivants n'entrent pas dans le cercle, ce n'est pas la peur d'être brûlés, mais c'est la signification du cercle. Alors, il ne fallait pas tourner d'une façon qu'on perde à l'image l'idée cercle autour. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. J'ai compris. C'est-à-dire, si on fait un truc qui monte 6 mètres d'auteur, à partir de là, on ne voit que des flammes. Alors, on ne sait pas si c'est un cercle ou c'est pas un cercle. Alors, c'est pour cela que je n'ai pas voulu pousser non plus, parce qu'évidemment, on aurait pu les faire plus haut. Mais peut-être c'est moins effectif, mais c'est beaucoup plus sincère. C'est pas le feu qu'il craint. Il craigne le mort vivant, c'est le fait du cercle de feu. Dans ce sens-là, ça fonctionne mieux.
Je trouve que les séquences les plus réussies du film, ce sont celles où on voit les morts vivants sur les dunes. Il y a une chorégraphie qui est très très belle. Quand les morts vivants avancent Ah oui, quand sur, il s'avance, quand ouais, il sur les sort. dunes, on voit leur silhouette et tout, et c'est très très beau. Oui, mais ils sont toujours vraiment vivants. Ouais. C'est le rêve pour Vous moi. allez, J'ai essayé, oui, de faire des plans qui soient jolis et des mouvements qui soient bien, mais je ne sais pas si c'est réussi ou pas, parce que ça, moi, je ne sais pas. Mais ce qui, moi, toujours, qui me stoppe un peu, c'est que ce sont des morts vivants qui sont faciles à détruire. des imbéciles, quoi. Ce sont des imbéciles. Ils viennent, pah, ils tomberaient. Voilà. Mhm. Mais quels sont vos monstres ou vos créatures préférées dans le fantastique? Dracula, Frankenstein, la momie La momie, moi, parce que ça appartient un peu à c'est un imbécile également. mais Dracula, oui, bien sûr, parce que Dracula, c'est intelligent. Dracula, c'est un créateur total, c'est quelqu'un qui crée un monde terrible, etc. Alors, comme un personnage, disons, classique de l'épouvante, il y a Dracula d'abord. Il y a Frankenstein, pas le monstre, parce que c'est un mort vivant, mais les, Frankenstein, le docteur Frankenstein, Mhm. que la création vient de lui. Alors lui, c'est un personnage passionnant et en plus un personnage littéraire extraordinaire. Et qui encore, qui a la momie, non, ça ne m'intéresse pas. Ah, il y a toute l'histoire des personnages, des hommes qui sortent des seaux, des trucs comme ça. Il y en a une dizaine, plus ou moins, des personnages comme ça, à moitié grenouille, à moitié monstre, etc. Ça, ils peuvent être assez effrayants, je crois. Mhm. Mais on n'a pas trop travaillé là-dessus. Hein. Parce que quand il y a quelqu'un avec un peu de talent, comme c'est le cas par exemple des premiers Vendredi 13, truc, ou bien Freddy. Freddy, j'aime beaucoup Freddy. Mais parce que Freddy, c'est toujours, le metteur en scène, on s'en fout. Mais c'est un personnage super drôle. C'est des bandes dessinées, mais au maximum. Alors lui, il est bien, là, il est formidable. L'idée, alors, parce que c'est un personnage qui se présente dans les rêves des enfants, alors, chapeau, une idée fantastique. Et il y en a plein. Freddy Krueger, c'est là, mais il y a le mec que je ne me rappelle pas du nom de Vendredi 13. Jason, oui. Hein? Jason. Oui, il est bien, lui aussi. Mais les classiques, le loup-garou est bien. Ah, le loup-garou, oui. Le loup-garou, formidable. Et vous avez fait des films avec des loups-garous? Non, pas un. Il y a eu un film, c'était la Dracula contre Frankenstein. Là, il y a le loup-garou qui apparaît à la fin, presque. Parce que j'ai voulu aller petit à petit dans ce film et présenter les clichés de tous les monstres. Il y a Dracula, il y a sa fille, il y a les Frankenstein, il y a ce monstre. Là, il y a un moment donné, il ne me manquait que les loups-garous, et alors j'ai mis le loup-garou. Quand tout le monde est déjà en pleine, carnaval, et je trouve qu'il y a plus. J'ai vu le film plusieurs fois avec du public, partout après. Je l'ai vu en Espagne, je l'ai vu en France, je l'ai vu en Italie. Alors, le moment du loup-garou, c'est vraiment le fou rire. Parce qu'il y a la nuit, là, et soudain, on voit la lune, et on entend comme ça, et paf, il entre, comme une flèche, il entre dans le champ. Le loup-garou, c'est un éclat de rire, que c'est l'effet que j'avais voulu, tu vois. C'est de donner le maximum de monstres ensemble. Et en plus, je ne parlais pas au sérieux, donc on prend un troisième degré, même pas un deuxième. Et le loup-garou, oui, ça, je ne sais pas si je ferais un film avec seulement le loup-garou, parce que je trouve qu'ils l'ont très bien fait, les mecs, là, les Kenton et compagnie, là. Ils ont bien fait des films, ils sont très très bien. Notamment les films qu'a fait Lon Chaney Jr.
Lui, il était super, parce qu'il avait la gueule dans le loup-garou, sans maquillage ni rien. Et oui, mais ça, on peut toujours le reprendre, le loup-garou. Et Paul Nash, il a fait le loup-garou, lui. Mais il faut dire que les loups-garous de Paul Nash, je les trouve déjà moins dangereux que, malgré que le maquillage est très compliqué comme ça, je préfère l'autre Chaney de beaucoup. L'abîme des morts vivants, c'est un film qui est beaucoup plus sérieux que le loup-garou finalement. C'est au premier degré. Vous avez voulu ajouter de l'humour. Qui est le loup-garou? L'abîme des morts vivants est un film plus sérieux que le Dracula contre Frankenstein. Il y a du second degré dans le film. Il y a un peu d'humour ou des clins Oui, d'œil. un peu, mais très peu. Mm. Très peu. Très peu, parce que c'est un film que j'ai considéré depuis le début, je l'ai pris pas comme un film d'épouvante, mais comme un film d'aventure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme si c'était un roman de Salgado, de Mainbreed, pas de Jules Verne, parce que Jules Verne il n'a jamais fait ce genre de choses. Bon, il a fait Le Secret de Storitz, qui est déjà pas mal. Je ne sais pas si vous avez lu Le Secret de Storitz, Non. de Jules Verne, super, c'est l'épouvante. Je vais le faire un jour, j'espère que je le ferai. C'était une surprise pour tout le monde. Jules Verne a écrit un roman d'épouvante, 100% d'épouvante, qui s'approche davantage de Edgar Poe que du loup-garou, mais qui est très bien, très costaud, très fort. Avez-vous des regrets sur l'abîme des morts vivants? C'est un film qui vous satisfait totalement? Et c'est une question Piège. méchante, parce que ça me force à vous répondre que j'aime pas mes films. Donc Je ne veux pas être méchant. j'aime pas celui-ci non plus. J'aime pas mes films. Non. Aucun. Il y a quelque chose que je déteste moins. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que je ne suis pas idiot. Alors, si je vois un film à moi et à côté de ça, admettons, un film d'épouvante, bon, ben, je regarde un de mes films, je dis, ben, Grito sulla noce, mais c'est pas mon favori, disons Miss Muerte, que je trouve pas mal. Mais par la suite, on m'est passé Nosferatu. Alors, ok, je préfère Nosferatu, il y a beaucoup. Si dans le monde de l'érotisme, vous me passez Necronomicon, je dis, oh, quand même, c'est pas mal. Mais par la suite, vous me passez l'Empire des Sens, je suis con. Lui, c'est celui qui a bien fait. Alors, dans tous les genres, c'est la même chose. Dans l'aventure, dans le musical, partout, il y a toujours Vincent Minnelli qui le fait mieux que moi. Donc, comprenez-vous, je me considère un professionnel qui fait son mieux, mais qui est son mieux. Pour une raison ou d'autre dans laquelle je ne vais pas dire que c'est parce que je n'ai pas eu le même moyen, non, non, mais parce que je ne suis pas aussi doué que Minnelli dans le musical ou que James Whale dans l'horreur. Mais je ne suis pas aveugle. Alors, je suis surtout un homme de cinéma qui adore le cinéma et qui est un spectateur de cinéma de première classe. Alors, je connais les classiques. Alors, si vous me demandez si j'adore les morts vivants, je n'aime pas les morts vivants du tout. Mais je n'aime pas non plus Dracula contre Frankenstein. Il y a très peu de films à moi que je pourrais maintenant rentrer chez moi et regarder. Comme ça, ah, c'est pas mal. Très peu. J'en ai fait 180, et disons qu'il y a 5 ou 6 que je pourrais voir. Que je peux encore le voir. Ah, ça quand même. Mais pas plus. Alors, la mine de mort-vivant, non. Mais la mine de mort-vivant, mais Mille Mortes non plus, et Dracula contre Frankenstein non plus. C'est-à-dire, quoi, c'est pas moi de juger d'ailleurs. De toute façon, ces films, vous les avez pas faits pour vous, mais En mettant en scène, je crois qu'il ne doit pas juger son travail. C'est aux autres. Et les drames avec le cinéma, c'est qu'après, il y a deux critiques. Vous lissez les deux, et les deux sont complètement contradictoires. Donc alors, à qui vous suivez et à qui vous croyez? C'est terrible. Hein? Dernièrement, j'ai vu un truc, ils m'ont fait un truc à Munich sur mes films et comme ça. Alors, je lis
ce que les critiques disaient, et c'est complètement... Il y avait un seul, qui est presque au chef-d'œuvre, et à côté de ça, il y avait un autre qui c'était un retardé mental. Donc, où je suis, au milieu, ou de ce côté, ou de l'autre, je ne sais pas. Je crois qu'il y a, en parlant d'une façon généralisée, on est en train de faire une espèce de légende du cinéma. Et le cinéma, c'est un show. Si le show est bien, ça va. Il n'y a rien de formidable, on passe un bon moment et c'est tout. C'est comme si vous alliez voir danser je ne sais pas, imaginons que Gene Kelly était vivant. Vous allez voir Gene Kelly danser, vous êtes charmé, enchanté, vous dites oh, qu'il est bon. Et voilà, basta, vous fermez, c'est fini. Mais je crois que le cinéma, c'est la même chose. Que maintenant, on essaie de dire le grand sauteur. Bon, le grand sauteur, c'est autre chose. Le grand sauteur, c'est Baudelaire. Tu vois, je ne peux pas dire des grands sauteurs du cinéma. Je ne peux pas dire qu'Éric Rohmer, c'est un grand auteur. Je m'excuse, mais moi, je préfère Zola à ce moment-là. C'est autre chose, parce que le cinéma, on a essayé de changer leur destin, son destin. Et je crois que le destin du cinéma, c'est attirer les gens, c'est la vocation qui a fait naître le cinéma, que c'est le spectacle, le show. Aller dans une baraque de foire et voir les gens qui bougent, qui montent et qui descendent. Et le train qui part, et tout ça. Ou la sortie des ouvriers de l'usine. Oui, mais c'est toujours les mêmes choses. Vous devez être charmé par ce que vous voyez, que vous entendez. Et basta. Il ne faut pas que ça devienne des cartes. Ce n'est pas des cartes, un film, ce n'est pas des cartes. Et si c'était des cartes, tant pis pour le cinéma, parce que ça serait insupportable, comme récit à regarder. Mais on est en train de glorifier quelque chose qu'il n'y a pas à glorifier, que c'est du « Oh, c'est génial, regarde ». Mais personne n'a dit « C'est génial ». Même des danseurs classiques ou même des chorégraphes. Roland Petit, j'ai jamais entendu dire « Oh ». Écrire de Roland Petit, les jours qu'il a fait. Bien, Roland Petit, c'est un grand, plus grand mais plus important que la plupart des vétérans du cinéma. Et pourtant, c'est quoi ça? Parce que finalement, les films qui ont dit sérieux, qui ont dit transcendant, ce sont les films qui ajoutent des phrases, des feuilles de caladier, des vieux caladiers. Oui, parce que la projection sociale, la projection de mon cul, c'est la projection sociale, alors lycée Schopenhauer et après on parle. Hein? Mais personne n'a lu Schopenhauer, alors il préfère regarder un film d'Antonioni et après dire « Oh, qu'il est profond ». C'est profond, mais c'est facile de faire la profondeur, hein? Surtout avec le quiz de Monica Vitti dans le champ. Je parle un vieux truc, mais maintenant c'est la même chose, ça continue. Non, je trouve qu'il faut être sérieux. Si on veut être sérieux, alors renfermez chez vous et écrivez pendant 3 ans et donnez-moi là, tu vois, Hegel, là, plat. Et peut-être je vais m'endormir en lisant, mais si je ne m'endors pas, c'est quand même super, et c'est profond, et c'est sérieux, et c'est à suivre. Mais est-ce que vous suivez la philosophie des, je ne sais pas, je dis Rohmer, pas petit, parce que c'est un nom qui me vient en tête. Quelle philosophie, putain? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait des citations comme le calendrier, hein, du jansénisme. Mais alors quoi? Le jansénisme, c'est vieux, ça, c'est fini. Ça, même dans la musique, on dit, oh là, quel créateur. Hyman, là, le mec qui a fait la musique Le Piano, le film, qui a eu le prix partout. Moi, je vous dis comme musicien, c'est lamentable, cette musique. C'est une musique vieillotte, insupportable. C'est du romantisme, la moitié du 19e siècle. Déjà, Debussy, il était bien plus moderne, bien plus fort,